Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un chiffre d'inflation qui marque encore les esprits. Bien sûr, la première estimation d'inflation pour la zone euro pour le mois de mars avec un chiffre sur un an qui atteint 7,5%. Nouveau record. L'inflation cœur est à 3% sur un an en zone euro. Là aussi, c'est un chiffre qui marque les esprits. La BCE visant une inflation sous-jacente, une inflation ferme autour des 2%. Ça reste quand même le seul mandat de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui. La BCE qui se réunira le 14 avril prochain pour prendre peut-être des décisions ou annoncer des décisions prochaines en matière de politique monétaire. Ça reste une surprise importante pour les économistes, bien sûr, mais le marché lui encaisse plutôt bien ce chiffre d'inflation. Au fur et à mesure que les records sont battus, au fur et à mesure que les surprises sur l'inflation s'accumulent, les surprises ont un peu moins d'impact aujourd'hui sur les marchés. C'est comme ça qu'on peut traduire peut-être la réaction positive d'ailleurs des indices actions en Europe à mi-séance, avec un CAC 40 qui vient à nouveau se raccrocher au seuil des 6700 points environ. Vous aurez les infos clés du jour sur les marchés dans un instant avec Eva Ben Saadi. Et dans cette demi-heure d'émission, nous parlerons stratégie action dans un premier temps avec Virginie Maisonneuve, la directrice monde des investissements actions d'Allianz Global Investors, qui sera avec nous en visioconférence depuis Londres, avec une vision tactique peut-être. Comment regarde-t-on les marchés actions ? Certains indices actions ont effacé les pertes liées au déclenchement de la guerre en Ukraine il y a plus d'un mois maintenant. Comment comprendre cette situation et puis comment se projeter sur des horizons d'investissement plus stratégiques ? Voilà pour la partie action. Et puis comme chaque vendredi, nous réserverons un quart d'heure pour parler de stratégie patrimoniale. Le sujet du jour sera consacré à la cession du patrimoine professionnel. Quelles sont les clés, quelles sont les recommandations à avoir en tête quand on envisage de céder son patrimoine professionnel. Et c'est Aurélie Alamijon, directeur à l'ingénierie patrimoniale de Natixis Wealth Management, qui sera avec nous en plateau pour évoquer ce sujet. Et une première moitié de séance positive pour les actions européennes en attendant le chiffre de l'emploi américain pour le mois de mars. En début d'après-midi, les infos clés à mi-séance avec Eva Ben Saadi. La Bourse de Paris est effectivement dans le vert. Ce vendredi, les marchés entament le deuxième trimestre en repartant de l'avant, toujours marqué évidemment par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La perspective aussi d'un resserrement monétaire plus important des banques centrales et les préoccupations bien sûr toujours sur la conjoncture économique qui continue de peser quand même sur le climat général. Les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine doivent d'ailleurs reprendre ce vendredi. Concernant les matières premières, Vladimir Poutine a signé hier un décret stipulant que ses clients européens devront désormais payer leurs achats de gaz en roubles à compter d'aujourd'hui, de vendredi. Le marché regardera cet après-midi avec attention les chiffres de l'emploi au mois de mars aux États-Unis, mais également l'indice ISM manufacturier. Les investisseurs ont par ailleurs déjà suivi la publication de plusieurs indicateurs de premier plan ce matin. En zone euro, la croissance de l'activité manufacturière décélère en mars. L'indice s'établit à 56,5 points. Idem en France et en Allemagne d'ailleurs où l'activité ralentit. En zone euro, toujours évidemment l'inflation, cette fois qui s'accélère à 7,5% en mars. Largement, là aussi, au-dessus de l'objectif de la BCE, ce taux d'inflation risque d'obliger la Banque centrale à relever ses taux d'intérêt. Du côté des valeurs maintenant, ce vendredi, Sodexo recule largement à la mi-journée. Le groupe de restauration collective a fait légèrement mieux que prévu au premier semestre, mais il se montre beaucoup moins confiant pour la suite de l'exercice. Le cours de Renault est en hausse. Lui, les ventes de Renault Korea Motor, filiale sud-coréenne du groupe français, ont progressé de 21% en mars, dopé par de solides exportations. Sanofi, lui, prend autour de 1%. Le groupe pharmaceutique a annoncé que la cotation en bourse de Paris de sa filiale de principes actifs pharmaceutiques EuroAPI interviendra le 6 mai prochain. Pernod Ricard en légère hausse, lui aussi après avoir annoncé procéder à une émission obligataire libellée en euros de maturité 7 ans pour un montant de 750 millions d'euros.
Et enfin, Bolloré gagne lui aussi après avoir annoncé la signature d'accord avec l'armateur MSC, en vue de lui céder ses activités de transport et de logistique en Afrique sur la base d'une valeur d'entreprise de 5,7 milliards d'euros. Tendance, mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart avec Eva Ben Saadi qui nous accompagne aujourd'hui. Et pour entamer cette émission, parlons de stratégie action avec Virginie Maisonneuve qui est avec nous en visioconférence depuis Londres, directrice monde des investissements actions d'Allianz Global Investors. Bonjour et bienvenue Virginie. Merci beaucoup d'être avec nous à distance. L'idée est d'évoquer avec vous les opportunités stratégiques que vous décelez peut-être dans ces marchés, dans l'environnement actuel. Mais avant cela, peut-être un petit commentaire sur la situation immédiate, de court terme des marchés actions, notamment Virginie. C'est vrai que de voir l'indice de volatilité américain, le VIX, retomber à 20, de voir des indices globaux majeurs sur les actions revenir sur les niveaux qui prévalaient avant le déclenchement de la guerre en Ukraine peut paraître surprenant. Comment est-ce qu'on peut rationaliser, j'allais dire, ces niveaux de marché aujourd'hui, Virginie ? Oui, c'est intéressant, merci. Si on regarde en fait le plus bas qui était le 15 mars, on a même la Chine en hausse de 22%. Par rapport à cela, les US en hausse de 7%, si on prend les Morgan Stanley, les indices Morgan Stanley. Donc en effet, il y a une espèce d'habitude qui s'est installée. Mais ce qui est quand même très intéressant, c'est cette attitude par rapport à l'inflation, parce que les trois grands thèmes vraiment qui sont importants, c'est en effet l'inflation et les risques de récession. Si on regarde les courbes des taux qui sont quand même inversés, alors là, très intéressant, quels sont les signaux ? Bien entendu, lié à ça, la situation en Russie, et c'est surtout la durée. Parce que la durée a un impact sur, bien entendu, l'ancrage de l'inflation et des attentes inflationnistes, et donc leur durée, encore une fois, et les politiques de banque centrale. Et puis le troisième thème, même à court terme, est quand même cette Chine qui est en équilibre. On a eu les derniers chiffres de croissance industrielle qui sont à 48 sur les PMI, et puis bien entendu une Chine qui est encore en confinement avec le Covid, et une Chine qui étant la deuxième puissance mondiale économique est très importante à la croissance globale. Bien entendu, en plus de jouer ce rôle presque de médiateur entre la Russie, l'Europe et les États-Unis. Donc ça, ce sont des thèmes, même à court terme, qui sont très importants. Et de voir encore une fois la volatilité de marché retomber à ces niveaux-là, Virginie, est-ce que c'est un vrai signal positif ou est-ce que c'est un signal qui nécessite un peu de méfiance peut-être à court terme ? Oui, je pense. Ouais. Il y a plusieurs éléments, en tout cas au niveau des marchés des actions. Il y a certainement un élément technique qui a supporté ce rebond des marchés. Et puis, il y a cet effet d'acclimatation. Ouais. Mais bien entendu, si les attentes d'amélioration en Russie ou l'attente que l'inflation à assez court terme se renversait, à ce moment-là, je pense qu'on verrait le VIX remonter très rapidement vers des niveaux beaucoup plus hauts. Sur des horizons d'investissement stratégiques, quelles sont les grandes guidelines que vous avez en tête aujourd'hui, Virginie, pour le compte de vos clients ? Quelles sont les opportunités stratégiques que vous voyez aujourd'hui peut-être dans ces marchés, dans l'environnement actuel ? Voilà, alors ça c'est important. Donc il faut quand même prendre en compte le fait qu'il est possible que l'inflation dure plus longtemps que les marchés semblent ne l'estimer maintenant. Si on regarde la courbe inversée, généralement quand on a une courbe inversée qui dure plus de 2 mois, l'impact récession vient 12 à 13 mois après. Bien entendu, ce dont on a parlé, cet aspect court terme ou l'espérance qu'il y a un court terme, fait que la situation est prise un petit peu plus légèrement
en ce moment par les marchés. Je pense qu'il faut quand même mettre dans les portefeuilles des valeurs qui ont un pouvoir de fixation des prix, au purchasing power, ou power en général, pour protéger leurs marges. Ça, c'est quelque chose de très important. Il faut aussi voir à long terme quels sont les grands thèmes, comme un que j'appelle le darwinisme digital, qui est donc cette compétition à long terme basée, ancrée en fait sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, et bien entendu ce qui va aussi avec, le cyber security. Et ça, c'est quelque chose de très très important dans le domaine de la technologie, et particulièrement quand on voit des secteurs technologiques qui ont quand même assez souffert dans les 12 derniers mois. Je pense qu'il y a des positionnements à prendre d'air qui sont ici, qui sont assez intéressants. Bien entendu, il y a aussi un positionnement en matières premières et énergie renouvelable. On voit que la situation russe a mis en place des nouvelles priorités au niveau de la sécurité nationale, particulièrement en Europe, la sécurité énergétique. On va avoir beaucoup d'investissements dans ce domaine. Et bien entendu, avec le grand thème de changement de climat, qui est le grand défi à relever après le Covid. Ça va être très très important et ça va rester un grand thème d'investissement. Bien entendu, contrebalancer les portefeuilles avec des valeurs un peu plus défensives, pharmaceutiques, etc. Et puis retabler sur les grandes thématiques de sustainability, changement de climat, intelligence artificielle, et de jouer en général ce thème de disruption ou de perturbation, si vous voulez, dans les marchés. L'autre chose qui est très importante, je pense, c'est de comprendre que la Chine est passée dans une troisième phase de son développement, après l'accès au WTO, après avoir surpassé le Japon comme deuxième économie mondiale. On est maintenant dans un environnement où la Chine est non seulement importante au niveau économique, mais aussi au niveau géopolitique. Et ça, je pense que ça va prendre encore un petit peu de temps pour que la planète s'y habitue. Et ça, c'est point clé, Virginie, et je suis ravi de vous retrouver parce qu'on se connaît depuis quelques années et je sais que vous avez toujours été très constructif. En tout cas, la Chine, l'Asie a toujours été pour vous un domaine d'expertise important. Dans un monde qu'on voit peut-être multipolaire demain, quelle va être la place justement de la Chine? Alors, sur le plan géopolitique, si c'est une dimension qui devient de plus importante pour les investisseurs, et comment est-ce que vous regardez l'investibilité de la Chine aujourd'hui pour des investisseurs occidentaux, par exemple, Virginie? Très important. On voit que les marchés chinois sont quand même toujours très grands, le marché de l'action, le marché de l'obligation, etc. Je viens de lire avec beaucoup d'intérêt que la Chine semble faire des pas prometteurs pour ouvrir les livres des sociétés listées chinoises, sociétés listées aux États-Unis, aux éditeurs américains, qui est une demande qui a été faite depuis très longtemps. Donc il y a une espèce de rapprochement, même si ce sont des petits pas. Pour moi, à long terme, à 10 ans, 20 ans, on ne peut pas ignorer la Chine. Donc l'aspect géopolitique, non seulement en Asie, mais aussi dans le monde, est important, mais l'aspect croissance, l'aspect innovation, on est habitué à voir la Chine en tant que, cheap me too manufacturers, alors qu'en fait, la Chine est aussi une grande source d'innovation, technologie, au niveau intelligence artificielle, même au niveau pharmaceutique, etc. Et je pense qu'il faut vraiment mettre une place dans les portefeuilles pour la Chine, presque en tant qu'une asset class. En fait, c'est quelque chose qui doit être presque séparé de l'Asie et prendre une place à très long terme dans les portefeuilles. Est-ce que Pékin entrevoit la possibilité de sortir gagnant peut-être de la crise géopolitique actuelle? Il y a un sommet entre l'Union européenne, les dirigeants de l'Union européenne et les dirigeants chinois qui va se tenir aujourd'hui. Virginie, est-ce qu'il y a l'idée d'un rôle d'intermédiaire peut-être qui permettrait à Pékin de sortir gagnant de cette crise, y compris face aux États-Unis peut-être? Oui, moi je pense, c'est ce que j'appelle la Chine en l'équilibre. Elle ne peut pas être prononcer une position trop noir et blanc.
trop décisive. La Chine joue souvent dans le domaine de l'influence, j'allais dire, et qui est vraiment importante. Alors, qu'est-ce qu'elle peut bénéficier? Bien entendu, de sa collaboration, si on peut dire, avec la Russie, un accès donné à l'énergie, etc., qui est très important. La Chine est une très grande importatrice d'énergie, mais en même temps, il faut se rappeler que les États-Unis et l'Europe sont un très très grands partenaires commerciaux, sont des grands partenaires commerciaux pour la Chine, avec plus de 1 trillion de dollars, si vous voulez. Donc c'est très important de jouer ce rôle un petit peu d'équilibre, mais aussi de négociateur délicat. Ça ne peut pas être vu trop pour l'un parti ou pour l'autre, mais je pense qu'en effet, étant donné l'historique de la Chine avec la Russie, il y a du potentiel. Merci beaucoup Virginie, merci pour votre éclairage sur la situation actuelle de marché et l'environnement dans lequel évoluent les investisseurs aujourd'hui. Virginie Maisonneuve qui était avec nous en visioconférence depuis Londres, directrice monde des investissements actions d'Allianz Global Investors. Venons-en à présent aux questions de stratégie patrimoniale. C'est un des rendez-vous du vendredi de l'émission Smart Bourse sur Bismart. Et c'est Aurélie Alamijon qui est avec nous en plateau, je le rappelle, directeur à l'ingénierie patrimoniale de Natixis Wealth Management. Aurélie, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire. Le sujet du jour, c'est la cession du patrimoine professionnel, un sujet récurrent qu'on traite avec vous, entre autres. L'idée d'apporter quelques clés, quelques grandes optiques peut-être quand... un dirigeant, un chef de famille se prépare ou envisage de se préparer à céder son patrimoine professionnel. Comme très souvent quand on parle de stratégie patrimoniale, il y a un mot-clé qui est celui de l'anticipation, qui revient à chaque fois, avec chaque ingénieur patrimonial avec qui je discute, c'est le premier message qui est envoyé. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et c'est vrai, on parle beaucoup de transmission en ce moment, notamment à la faveur du débat autour de l'élection présidentielle. L'entreprise, alors généralement, ce sont des sociétés, des entreprises constituées sous forme de sociétés qui relèvent de l'impôt sur les sociétés. C'est un actif que l'on peut transmettre, effectivement. Mais même si ça fait partie finalement du patrimoine global, eh bien c'est un actif dont la transmission suppose quand même une expertise juridique et fiscale, notamment spécifique, particulière. Et pour mener à bien, vous avez tout à fait raison, cette expertise, eh bien il faut pouvoir anticiper. Sachant qu'anticiper, c'est pas forcément passer à l'acte tout de suite, mais c'est au moins poser les bases d'un raisonnement, d'une réflexion sur le sort de son entreprise. Qu'est-ce qu'on veut faire? Évidemment, en fonction de la situation de chacun. C'est pas la même chose de réfléchir à cette question à 45 ans qu'à 65. Mais vous dites qu'il n'est jamais trop tôt pour commencer à y réfléchir, quand bien même les plans qu'on prévoit au départ évoluent par la suite. C'est jamais du temps perdu. C'est jamais du temps perdu. Alors, si vous voulez, quand on parle de transmission, en fait, c'est un terme global qui peut viser deux situations. Et elles peuvent aussi se mixer. On peut viser tout d'abord la vente pure et simple de l'entreprise. On parle de cession, de transmission à titre onéreux. Donc, la vente, c'est voilà, je transfère la propriété de l'outil professionnel et je reçois en contrepartie des liquidités. Et puis, on peut aussi avoir une optique de vouloir transmettre ce qu'on appelle à titre gratuit, par donation, son entreprise au profit de ses enfants, parce qu'on pourrait avoir par exemple parmi l'un d'eux, un d'eux qui a vocation à reprendre la direction de celle-ci dans quelques années, pourquoi pas. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, effectivement, des grandes situations. Si, effectivement, je suis dans la logique de cession, de vente de mon entreprise, là, quelles sont les grandes clés qu'il faut avoir en tête? Souvent, en fait, on rencontre fréquemment des personnes qui se disent « je vais vendre mon entreprise ». Et puis, finalement, après avoir donc vécu cette aventure, je vais provisionner les sommes qui seront dues au paiement de l'impôt global sur la plus-value, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux, et éventuellement la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Et je vais donner une fraction des liquidités à mes enfants, voire à mes petits-enfants, ce qui va générer aussi des droits de donation. Donc là, ça serait à la limite la situation type d'une cession qui ne serait pas préparée, qui n'aurait pas été anticipée. Parce que si on a un petit peu de temps devant soi, et donc mieux vaut se placer en amont, on peut intervertir la chronologie de ces opérations, commencer par donner une fraction du capital de la société à ses enfants.
ce qui va générer éventuellement des droits de donation. Et ensuite, les enfants vendront aux côtés du dirigeant, qui aura conservé les autres titres, leur titre en question. La donation au plan fiscal, si encore une fois elle aura généré des droits de donation, aura eu aussi pour effet de revaloriser le prix de revient des titres pour les enfants notamment. Donc, si finalement l'entreprise est cédée dans un laps de temps relativement proche de l'opération de donation, eh bien, au niveau des enfants, il ne devrait pas y avoir de base taxable en termes d'impôt sur la plus-value, parce qu'on devra avoir un prix de vente proche de la valeur retenue pour le calcul des droits de donation. Donc, ce faisant, en respectant cette chronologie-là et en respectant bien évidemment des précautions, parce qu'il faut impérativement que la donation ait lieu avant la vente et donc avant juridiquement le transfert de propriété lié à la vente. Et il faut aussi évidemment que cette donation soit sincère, qu'elle s'inscrive vraiment dans une démarche d'anticipation de la transmission de son patrimoine, et que concrètement, après la vente, le dirigeant ne récupère pas directement ou indirectement, plus subtilement, ce qu'il a transmis au profit de ses enfants. Je comprends. Et cette inversion de la chronologie, c'est cette chronologie que vous proposez, elle est beaucoup plus favorable fiscalement sur le plan patrimonial pour, exactement, parce que finalement, les intéressés. On a abouti à transmettre finalement un patrimoine aux enfants qui ensuite va être liquide. Une fois la cession opérée, on aura effectivement acquitté des droits de donation selon les cas, et on aura derrière effectivement améliorer le coût au regard de l'impôt sur le revenu. Et justement, dans cette chronologie, la donation d'une fraction de son entreprise en amont, elle se fait à partir du moment où j'ai décidé de vendre, où j'ai même peut-être déjà un acquéreur potentiel pour mon entreprise, ou est-ce qu'elle peut se faire indépendamment, encore une fois, de l'idée d'une vente immédiate de l'entreprise? Alors, il ne faut pas, si on est dans cette optique-là, effectivement, il ne faut pas donner trop tôt, ni trop tard. Voilà, c'est ça. Ni trop tard. Et c'est justement toute cette expertise subtile qu'il va falloir conduire en lien avec ses partenaires conseils, banquiers, ingénieurs patrimoniaux, aussi notaires, avocats fiscalistes, pour justement positionner toutes ces opérations de façon millimétrée dans le laps de temps qui précède la vente de l'entreprise. Quand on est dans le cadre de ce que vous appelez un groupe de sociétés, c'est-à-dire plusieurs entreprises regroupées sous une holding de tête, par exemple. Est-ce que ce schéma s'applique de la même manière? Est-ce qu'il est aussi favorable? On va raisonner de façon complètement différente. Là, le cas que nous venons d'évoquer, c'est effectivement, là, je dirais, le cas le plus... dirigeant qui a... un dirigeant qui détient en fait les titres de l'entreprise qu'il va vendre, qui a une activité, par exemple, industrielle ou commerciale. Effectivement, on voit beaucoup de sociétés opérationnelles, industrielles et commerciales, qui sont détenus par des sociétés holding qui gèrent un certain nombre de participations. Et donc, dans ce cas de figure-là, il est très fréquent, et ça obéit à des stratégies et des réflexes complètement différents, que ce soit la société holding qui vendent les structures opérationnelles et pas nécessairement le dirigeant personne physique. Donc là, en fait, cette opération de vente par la personne morale holding à l'impôt sur les sociétés de ces structures opérationnelles va déclencher une logique d'impôt sur les sociétés, de taxation de la plus-value en matière d'impôt sur les sociétés, dans un contexte qui peut être aussi très intéressant, parce que si les titres de la société opérationnelle vendus par la société holding constituent au plan fiscal des titres de participation, la plus-value qui va être dégagée à cette occasion sera faiblement taxée en matière d'impôt sur les sociétés, de l'ordre de 3%, parce qu'on va avoir la conjugaison en fait d'une assiette taxable limitée et d'un taux d'impôt sur les sociétés qui est quand même favorable. En 2022, il est de 25%. Donc, mais là, on est dans une optique complètement différente et il ne s'agit pas du tout de donner les titres de la holding, puisque ce n'est pas elle qui est vendue. C'est la holding, encore une fois, qui vend les titres d'une société opérationnelle. Tout dépend de la structure effectivement de détention de l'entreprise qu'il y a. Et ça veut donc dire que, si on va plus loin, ça veut donc dire que quand on réfléchit globalement finalement à la cession de son entreprise, il faut se dire qu'est-ce que je vais vendre et en fonction de ça, quelle stratégie adopter. Oui, parce que effectivement, pour le vendeur, enfin le ou la chef de famille, effectivement, il y a la question de savoir comment je vis ensuite d'une certaine manière. Exactement. C'est pas une petite question. Et le calibrage de ce que l'on donne, en fait, donc de ce qui sort de son patrimoine, dépendra aussi des besoins que l'on a dès après la cession, de ses projets, financement de train de vie et puis autres projets. Donc il faut vraiment anticiper tout ça.
C'est vraiment le maître mot. Si je n'ai pas encore de projet de cession en tête, est-ce qu'il y a quand même des choses à faire, Bien sûr. Aurélie ? Bien sûr, on peut tout à fait anticiper, et c'est notamment donc dans la sphère de ce que l'on appelle le dispositif du trait, dont je pense que vous avez beaucoup entendu parler aussi. C'est un mécanisme qui en fait vise à favoriser les transmissions par donation, mais aussi par succession au plan fiscal, puisque en fait, moyennant le respect d'un certain nombre de conditions, et notamment des engagements de conservation des titres, le calcul des droits de donation ou des droits de succession ne se fait que sur le quart de la valeur vénale de l'entreprise qui est transmise. C'est-à-dire qu'on bénéficie d'une exonération d'assiette de 75%. Donc c'est un dispositif très puissant, alors qui nécessite, on est dans une philosophie là complètement différente de ce que l'on vient de voir, parce que pour pouvoir bénéficier de cet abattement au moment où la transmission, en l'occurrence par donation, est opérée, il faut prendre des engagements de conservation. Il faut conserver au moins dans un dispositif du trade dit classique, avec un engagement de conservation préalable, il faut conserver au moins pendant 6 ans les titres qui sont l'objet en fait de cet engagement. Donc, quand on est dans ce dispositif-là, évidemment, si on a un projet dans les 3 mois de cession, il ne faut pas s'insérer dans ce mécanisme-là. Ce n'est pas celui-là qu'on va chercher. En revanche, si la cession n'est pas à l'ordre du jour, oui, bien sûr, et que voilà, c'est bien de pouvoir réfléchir, à la limite de commencer à transmettre en bénéficiant de ce dispositif pour se laisser le nombre d'années suffisantes pour mener à bien et respecter ses engagements de conservation. Et vous dites, c'est important de le rappeler, derrière ces dispositifs du trade, il y a aussi une dimension de prévoyance en cas d'accident de vie, de décès. C'est aussi un outil de prévoyance. D'où l'utilité, même s'il n'y a pas de cession prévue dans les années à venir, d'où l'utilité de se pencher sur cette question. Exactement. Et même si on ne donne pas, encore une fois, anticiper, c'est pas forcément passer à l'acte. Donc on peut mettre en place un dispositif du trade, même si on ne donne pas tout de suite la quote-part de titre qu'il faut, eh bien, on peut quand même le mettre en place au cas où il arriverait malheureusement un décès, une disparition prématurée. On serait déjà dans le cadre d'un dispositif apte à minorer, en fait, à diminuer le frottement fiscal en matière de droit de succession, cette fois-ci. Merci beaucoup Aurélie d'être venue nous éclairer sur ces questions de transmission et de cession du patrimoine professionnel. Aurélie Alamigeon qui était avec nous, invitée de la mi-journée de Smart Bourse ce vendredi, directeur à l'ingénierie patrimoniale de Natixis Wealth Management. Voilà pour cette édition. Nous nous retrouvons tout à l'heure bien sûr en direct à partir de 17h pour 1 heure sur Bismart.